Je crois qu'on est confronté à une contre-révolution sociale, c'est-à-dire à une prise de pouvoir d'une toute petite minorité, une toute petite minorité qui se recrute dans ce que les gens à Occupy Wall Street avaient appelé les 1%, c'est-à-dire les 1% qui déjà possèdent tout et dont la cupidité est sans limite. Et face à cela, ce sont des gens qui sont des gens et des détenteurs de capitaux qui sont organisés, qui sont conscients de ce qu'ils doivent obtenir, qui sont conscients de leurs intérêts profonds. Ils sont profondément conscients qu'ils sont minoritaires, je le pense. Et nous assistons à une espèce de contre-révolution sociale, c'est-à-dire à la théorie et à la pratique qui consiste à dire que désormais, les détenteurs de capitaux sont les seuls qui créent les richesses, sont les seuls qui sont susceptibles de donner des valeurs, et que tout le reste, tout ce qui fait société, tout ce qui est, relève de la démocratie, de la décision publique, tout ça doit être soumis aux valeurs marchandes et à la valeur financière. On est dans cette situation-là. Et du fait de l'existence de ce qu'on appelle les nouvelles technologies de l'information, de ce qu'on a théorisé autour de la mondialisation financière, ont été mis en place les instruments d'une dépossession systématique des peuples de leur capacité à décider. Mondialisation financière, mondialisation marchande, lobby financier marchand à tous les étages et mise en place d'instruments politiques qui sont là pour détruire les capacités des peuples à avoir encore les moyens de décider pour eux-mêmes. Et là, je pense, comme les instruments politiques, je pense, pour ce qui nous concerne, aux institutions de l'Union européenne, au premier chef, mais aussi nos institutions nationales, nos institutions présidentielles sont absolument calamiteuses sur le plan démocratique. Avec ça également, dans le dispositif de contrôle des populations, on a le rôle des médias, qui est un rôle tout à fait des médias dominants, des médias possédés par les détenteurs de capitaux, encore eux, et c'est frappant partout dans le monde, j'allais dire en France, mais partout dans le monde. Et à partir de là, le formatage idéologique de nos élites politiques qui ne voient plus du tout l'intérêt des populations qu'ils sont censés défendre, mais uniquement ceux de leurs vrais mandataires, c'est-à-dire les détenteurs de capitaux, les entreprises sensationnelles. Et du coup, maintenant, on fait quoi? Parce que la situation que vous brossez est particulièrement catastrophique. Elle l'est en effet, parce que les détenteurs de capitaux n'ont jamais obtenu aujourd'hui autant de puissance de feu et de capacité de nuisance, mais il ne faut jamais oublier que nous avons le nombre, et c'est la seule réalité politique finalement qui survive dans le temps. Et qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? En fait, je crois qu'il est intéressant qu'on prenne un certain nombre de fils rouges. Il y a un certain nombre de mobilisations qui sont des fils rouges. Il se passe des choses à Nuit debout, où les gens se réapproprient la parole publique. Je crois qu'il y a vraiment ça, et ça c'est extrêmement important dans notre société médiatisée où la parole démocratique est confisquée par un certain nombre d'experts autoproclamés. Et ça, ce que fait Nuit debout là-dessus est extrêmement, vraiment essentiel. Mais aussi, il y a des campagnes qui peuvent être, par exemple, sur le libre-échange, par exemple, sur les politiques de l'Union, sur l'austérité, sur le soutien au peuple grec, sur la lutte contre les paradis fiscaux. Il y a comme ça des campagnes qui permettent de tracer des lignes rouges et qui permettent de faire prendre la conscience aux populations qu'il n'y a pas de fatalité, contrairement à ce qui se répand ou ce que tentent de répandre partout nos chiens de garde, pour reprendre une expression d'Halimi. L'image que vous donniez, c'était que finalement les choses, d'un point de vue politique et économique, se sont organisées de façon à servir les fameux 1% dont vous parliez tout à l'heure. Moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est quels sont ces instruments, de façon plus précise d'une part, et surtout comment il a été possible que ça soit mis en place, pour ainsi dire, au nez et à la barbe du peuple, des peuples peut-être. Je crois qu'il y a en même temps des dispositifs idéologiques
c'est-à-dire des dispositifs de conviction, des études, des argumentations qui sont mises en place à tous les niveaux, universitaires ou autres, et en même temps des institutions politiques qui ont des réflexes d'institutions politiques, c'est-à-dire d'occupation du terrain, d'occupation du pouvoir, et qui depuis les années 80 ont systématiquement avancé dans un seul sens, qui est celui du libéralisme, ou ce qu'on devrait appeler le néolibéralisme, puisque c'est véritablement un libéralisme qui n'est pas celui du XVIIIe siècle. Ces institutions politiques, appuyées par tout un dispositif idéologique, on a comme ça quelques points de repère. On a des dates et des points de repère. Les dates, c'est les années 80, le grand bond en arrière des années 80, les moments où, y compris, et j'allais dire d'abord, les gouvernements sociodémocrates se plient au réalisme, entre guillemets, des marchés et commencent à prendre un certain nombre de décisions. 1983, le décloisonnement des marchés financiers, par exemple, pris sous le gouvernement de Bérégovoy, social-démocrate en France, mais auparavant, l'arrivée au pouvoir de Mme Thatcher en Grande-Bretagne, de Ronald Reagan aux États-Unis, c'est en même temps tout ça et la mise en place d'institutions politiques qui, chez nous, ont été essentiellement des institutions de l'Union européenne. C'est-à-dire des institutions qui pratiquent les petits pas, les avancées, les décisions prises en dehors des peuples, systématiquement en dehors des peuples. Il n'y a pas d'exemple où ces institutions-là aient pris des décisions qui réellement aient été accompagnées ou réellement aient été portées par un mouvement populaire. Mais peu à peu, par la mise en place d'un certain nombre de mesures présentées comme techniques, présentées comme inévitables, ont été installées ce que l'Union européenne appelle les 4 libertés, ou les 5, je ne sais plus, les 4 libertés que sont non pas du tout liberté, égalité, fraternité ou ce genre de choses, la liberté de conscience, la liberté de parole, non. Liberté d'installation des travailleurs salariés, liberté du banquier, c'est-à-dire liberté des mouvements financiers, liberté des marchandises, bref, ces libertés qui sont d'abord des libertés économiques, des libertés financières. Et là-dessus, l'Union européenne a eu un rôle extrêmement important d'orientation de l'ensemble des décisions prises vers la constitution de ce qui est finalement un vaste ensemble de libre-échange. Et après, effectivement, il y a des dates. J'ai donné tout à l'heure la date de 83, mais on peut donner aussi la date de l'entrée massive des 10 pays de l'Est qui sont rentrés d'un seul coup dans l'Union européenne sans aucun approfondissement. C'est-à-dire qu'ils sont rentrés avec moins d'accompagnement budgétaire et économique que n'en avaient bénéficié en leur temps la Grèce, l'Espagne et le Portugal. Ils étaient 10, ils étaient dans une situation qui était bien plus difficile, ils sont rentrés comme ça dans l'Union européenne. Pourquoi ? Non pas seulement parce qu'il s'agissait de leur offrir la liberté, non, pas du tout. Il s'agissait surtout de faire en sorte que là s'installe de manière institutionnalisée, structurelle, la concurrence sociale, la concurrence, le dumping social. Plusieurs fois, vous avez utilisé le mot libre-échange. Pourtant, c'est une bonne chose, le libre-échange. Ah oui, oui, excellente. Il y a en même temps libre et échange. Alors, on se dit toujours qui peut être contre les échanges et qui peut être contre la liberté. D'une part, le libre-échange n'existe pas. C'est-à-dire que comme phénomène économique, c'est de la flûte. Parce que c'est basé sur cette idée totalement saugrenue que tous les acteurs économiques sont au même niveau d'information. Vous allez acheter un jean et vous avez la même information sur l'ensemble de tous les jeans qu'il y a à Paris, par exemple si vous achetez à Paris, mais ça aurait pu être Clermont-Ferrand. Vous avez la même information, c'est-à-dire que vous savez exactement où se trouve le jean de vos rêves au prix qui est le vôtre. Bon, c'est n'importe quoi, c'est la théorie de l'égale information des agents économiques qui sous-tend cette théorie du libre-échange. C'est basé sur des idées qui sont complètement saugrenues et en même temps qui ne se vérifient pas.
C'est-à-dire que systématiquement, le libre-échange, l'échange, pardon, est encadré. Il est encadré par un certain nombre de règles, par un certain nombre de conventions. Mais le libre-échange est extrêmement utile comme idéologie qui sert à faire fonctionner un certain nombre d'institutions et à installer un certain nombre de réalités politiques qui visent fondamentalement à donner, et on le voit clairement aujourd'hui à travers les accords qui sont négociés, à donner les clés de la démocratie, enfin de ce qu'il en reste, à donner les clés de la démocratie aux entreprises transnationales. En fait, le libre-échange, c'est une figure de style, c'est quelque chose de décoratif, c'est quelque chose d'idéologique pour essayer de faire passer en réalité la démission systématique du politique face aux entreprises mondiales. Certains vous diraient, oui, vous voulez que la France, par exemple, se transforme en Corée du Nord. Enfin, c'est l'argument qui, évidemment, sert toujours à ceux qui disent que le libre-échange n'est pas une bonne chose. On peut aussi répondre à cela que la nuance est une bonne chose. C'est-à-dire qu'entre l'interdiction totale du commerce, le fait de se renfermer comme la Corée du Nord autour d'une dictature en même temps sanglante et délirante, et le libre-échange totalement extraverti que nous connaissons avec l'Union européenne, il y a quand même des marges assez appréciables, tout à fait considérables même, et qu'entre les deux, on devrait pouvoir choisir un certain nombre d'options. Le problème du libre-échange, c'est que, enfin en tous les cas de la théologie du libre-échange, j'allais dire la théorie, mais la théologie du libre-échange, c'est qu'au fond, il installe un discours, il installe une idéologie du tout ou rien. Soit vous êtes pour le libre-échange exacerbé, soit vous êtes la Corée du Nord. Non, entre les deux, il y a la démocratie. Et le libre-échange n'accepte pas cela. Il n'accepte pas la possibilité qu'auraient les populations de dire « bon bah voilà, il y a aussi les services publics et on va les faire passer avant la logique commerciale. Il y a aussi l'agriculture et on va considérer que l'agriculture, parce que ça nourrit les gens, on va la faire passer avant la logique de concurrence. Peut-être qu'on va mettre de la concurrence si on veut, mais c'est si on veut normalement. Alors que les traités de libre-échange visent à installer le principe de la concurrence uber alles, au-dessus de tout, d'installer ce principe de la concurrence, voilà, de manière totalement irrationnelle. Il n'y a pas d'autre alternative. Et c'est ça qu'il faut absolument combattre. Parce que si je vous entends, un des instruments du libre-échange, c'est aussi l'Union européenne. Est-ce que ça suppose que vous pensez qu'il faille sortir de l'Union européenne, par exemple? Moi, je crois qu'il y a un moment donné, il faut dire les choses, et je pense que l'Union européenne n'est pas réformable. On en a eu la démonstration, là, le 15 juillet dernier. Le peuple grec avait voté 2 fois pour sortir de l'austérité. Ça faisait plusieurs années déjà qu'ils étaient dedans. Et qu'est-ce que ça aboutit? Ça aboutit à ce qu'ils soient contraints, enfin le gouvernement grec soit contraint de mettre un genou en terre et d'accepter ce qui jusque-là était inacceptable pour ce gouvernement et pour ce peuple, qui 2 fois avait voté dans le même sens. Au moment où on se parle, là, tout de suite, vient d'être voté un tour de vis supplémentaire sur les retraites. Je crois que c'est 380 € après 20 ans de travail. Je crois que c'est ça. Et bon, c'est absurde. Tout ça est absurde. Et si je prends cet exemple-là, c'est pour dire que devant la demande des Grecs qui était très raisonnable de renégocier la dette, ce qui était très raisonnable et ce qui a déjà été fait des dizaines de fois avec d'autres pays, dont l'Allemagne d'ailleurs, au passage, en 1953, mais pas seulement, l'Allemagne, d'autres pays aussi, devant ces demandes très raisonnables, l'Union européenne n'est capable que d'une chose, c'est de dire non, on ne négocie rien, on continue comme ça. Donc l'Union européenne, pour moi, n'est pas réformable. Et donc, quand on ne peut plus rien faire avec des institutions qui sont totalement ossifiées et rigides, il n'y a pas d'autre solution que de s'en débarrasser. Un petit peu comme l'Union soviétique à une certaine époque, elle était totalement incapable d'évolution. Et voilà, donc elle est tombée. C'est à peu près, je pense, ce qui attend l'Union européenne aujourd'hui. Donc nous aurions intérêt à réfléchir très vite aux moyens de se débarrasser de cela, mais aussi, tout à l'heure je disais que
le gros problème que nous connaissons actuellement, c'est le fait que les détenteurs de capitaux aient une puissance de feu, une capacité de nuisance qu'ils n'ont jamais eue jusqu'ici dans l'histoire. Et je crois que nous ne pouvons pas avoir comme seul programme politique le fait de dire on sort de l'Union européenne, point. On sort de l'euro, point. Ça, si on dit ça, c'est très bien sans doute, mais c'est absolument pas suffisant parce que les problèmes demeurent si on sort de l'Union européenne et si on sort de l'euro. Il faut, en plus de cela, mettre en place les moyens de poursuivre, enfin comment dire, pas de poursuivre, mais il faut mettre en place les moyens de reconstruire quelque chose derrière sur une base, qui soit sur une base démocratique par exemple, sur une base de coopération dans lequel on aurait d'autres territoires qui, sur une base démocratique, encore une fois, seraient d'accord pour travailler avec nous et travailler à résister donc à cette contre-révolution sociale. Par exemple, ça pourrait être une option que j'évoquais tout à l'heure. Mais en tous les cas, dire on sort de l'Union européenne, c'est pas suffisant. Il faut effectivement sortir du piège, mais derrière susciter autre chose, susciter d'autres regroupements et sur des bases différentes qui pourraient être par exemple des bases démocratiques. Certains pourraient vous dire que ce que vous dites tout au long de l'interview, d'une certaine façon, ça ressemble furieusement à ce que dirait quelqu'un du Front National. Par exemple, vous ne êtes pas forcément opposé à l'idée de nation, enfin par exemple. La nation n'appartient pas au Front National, heureusement. Ah bah alors ça serait quand même assez terrible. Non. La nation déjà appartient à tout le monde, c'est un petit peu comme la République. Et puis le Front National, il se trouve que le Front National s'est accaparé ces derniers temps beaucoup de choses, aussi bien par opportunisme politique, mais aussi parce que un certain nombre de gouvernants et de partis politiques, dont le Parti socialiste, il faut dire clairement les choses, lui ont laissé le champ libre. C'est-à-dire que c'est presque devenu une grossièreté de parler de nation. C'est absolument pas une grossièreté de parler de nation. Mais ce que je dis aussi, c'est qu'il y a à avoir aussi des combats internationaux, et je dirais internationalisme. Pour moi, c'est absolument pas compatible. Jaurès disait le nationalisme, un peu de nationalisme éloigne de l'internationalisme, beaucoup en ramènent à l'internationalisme. On ne peut pas se concevoir nous-mêmes comme nation en dehors du monde. Ça n'aurait pas de sens. Et donc, pour moi, il y a véritablement un équilibre à trouver. Je dirais aussi que le Front National, lui, se contente d'un programme qui dit on fait exploser l'euro, on fait exploser l'Union européenne. Et derrière, ils font quoi? Ils recommencent avec les vieilles lunes patronales, nationalistes. Je ne vois pas en quoi c'est intéressant de recommencer sur le vieux modèle ancien que propose le Front National, quand on regarde bien. D'ailleurs, le Front National, qui a un discours qu'il capte pas mal sur certains discours qu'on pourrait qualifier de gauche, sur les préoccupations sociales, etc., on ne l'entend pas sur la loi El Khomri. Comment ça se fait? C'est bien que ça ne l'intéresse pas. Qu'en réalité, le fond de sa pensée, le Front National, ils ont un capitalisme national, parce que c'est leur obsession, mais un capitalisme. Et ça, non. Lutter pour le capitalisme, c'est pas du tout... Enfin, il n'y a pas besoin de nous. Hein. Enfin, de moi, non, c'est sûr, mais ni du mouvement social, vous voyez. C'est pas la peine. À brève échéance, finalement, quelle lutte avoir? Alors, je le formule peut-être autrement. À titre personnel, quand je suis allée voir un petit peu les Nuits debout, ça m'avait l'air de partir un petit peu dans tous les sens. C'était foison de toute demande, de toute thématique. Est-ce que à vous, il vous semblerait qu'il y ait des thèmes vers lesquels il faille s'orienter plus pour avoir quelques capacités de lutter contre l'oligarchie dont vous parliez, qui, elle, a une puissance de feu assez phénoménale? Oui. D'abord, c'est pas absolument ni étonnant ni mauvais que les choses partent un petit peu dans tous les sens à Nuit debout, parce que c'est normal, je dirais. La parole politique doit se libérer. Et c'est vrai que ce côté
forum social permanent. Bah oui, c'est vrai. Mais c'est absolument nécessaire. C'est-à-dire qu'il y a besoin de cette reconstruction individuelle et collective d'une prise de parole. C'est vraiment, enfin, quand j'y suis allé comme ça, je suis allé me promener, écouter des gens, quelquefois prendre un peu la parole, c'est vraiment ça aussi qui se joue. Et cette reconstruction du politique et en même temps d'un certain lien social totalement fragmenté me paraît extrêmement important à Nuit debout. Donc moi personnellement, ça ne me dérange pas ce côté joyeux foutoir. Oui, et alors, enfin c'est pas grave, hein, c'est la vie aussi, ça c'est pas très dérangeant. Maintenant, effectivement, on peut considérer qu'il y a des choses, des combats qui peuvent être plus intéressants que d'autres. Je pense que la question, en ce moment, la question droit du travail est un combat qui a porté beaucoup de fruits. Le libre-échange, le combat contre le libre-échange me semblerait un combat de fond. C'est vrai que, évidemment, je prêche pour ma chapelle puisque je suis engagé sur ces accords, contre les accords de libre-échange, mais je pense qu'il faut aller au-delà du combat des seuls accords de libre-échange. Parce que des accords, il y en a un tous les ans. Hein, depuis que j'y suis, ça fait 4, 5, 6, 7, 8, je ne sais plus combien d'accords de libre-échange qu'on nous sort, à peu près tous les 6 mois. Donc il y a non seulement à lutter contre les accords de libre-échange, mais contre les libre-échanges. Parce que c'est un moteur idéologique essentiel au dispositif de domination actuel. Et donc c'est un moyen, c'est un fil rouge qui peut permettre un certain nombre de combats. Mais des fils rouges, il en existe partout. Il y a aussi des campagnes sur les paradis fiscaux. Là, on a, à travers les fuites sur le Panama Papers, on a une démonstration en acte que, eh bien, on est dans un système dans lequel, je ne parle même pas de la moralité, parce que ça, mais la légalité même simplement, ou l'idée que ceux qui ont le plus de moyens partagent le fardeau commun ou les dépenses communes avec les autres, celle-là est complètement mise de côté. Et donc, ce combat-là aussi, contre les paradis fiscaux, contre l'évasion fiscale, contre la rigueur budgétaire, du coup, forcément, contre l'austérité, sont des combats tout à fait essentiels. Je crois qu'il n'y a pas de petits combats. Et que donc, on peut très bien décliner ça. Par exemple, des gens qui se mettent en lutte, parce que j'ai vu à côté, il y a l'endroit où on parle, il y a des gens qui luttent parce qu'il y a des classes qui sont fermées. Ce n'est pas un petit combat, c'est un combat important aussi, parce qu'on parle de la rigueur budgétaire, et donc là, on commence à toucher aux problèmes de fond.